Bonjour et bienvenue sur BizDevUp, la chaîne du business développement B2B. Aujourd'hui, on va parler de comment faire son business développement en fonction du type d'entreprise que l'on est, et notamment en fonction du type de start-up. Je vais m'adresser plus particulièrement aux start-up. Je vous rappelle qu'on parle de marché business to business, des marchés industriels, des marchés technologiques. Je vais vous proposer une typologie finalement de trois caractères, trois grands domaines, trois grands segments, trois grands types de start-up que je n'ai pas inventé bien sûr, qui est le fruit de l'expérience. C'est moi qui la formalise ici, mais c'est le fruit de l'expérience. C'est pas, ça ne tombe pas du ciel. Et l'idée, c'est de vous montrer à quel point, en fonction du stade de développement, de maturité de la start-up, eh bien, on va avoir des logiques de business développement qui seront différentes. Et il ne faut pas se tromper finalement, parce que si on adopte une forme de business développement à une start-up qui n'est pas mûre pour ça, eh bien, on va vers des échecs. Et souvent, les échecs s'expliquent comme ça. Donc, comme je vous disais, la question à vous poser toujours, c'est finalement, mais quelle start-up sommes-nous, Et je vais vous proposer trois cas de figure. Premier cas de figure, ce que j'appelle les start-up early stage. C'est vraiment les tout débuts, les premières étapes. Vous avez une techno qui est prometteuse ou un concept qui est intéressant, mais pour l'instant, pas de client. C'est quoi pour vous faire du business développement? Et c'est quoi l'urgence absolue? L'urgence absolue pour vous, c'est de tester le marché, d'accord? C'est donc d'aller vérifier très rapidement, si possible à moindre coût bien sûr, mais des fois ça coûte un peu, très rapidement, à quoi ressemble le marché et est-ce que mon offre peut présenter un intérêt auprès de ce marché? Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut prendre des contacts directs, immédiats, avec les acteurs clés du marché, bien entendu. Ce n'est pas la peine d'aller interroger 350 interviewés. Il faut aller directement aux acteurs clés du marché. Donc évidemment, selon les métiers dans lesquels vous êtes, vous savez, quand on est en B2B, dans la plupart des cas, on est sur des métiers où il y a une configuration avec 3-4 leaders qui se partagent souvent plus de 50% du marché, et puis une myriade de petites entreprises. Donc il faut aller voir les 2 ou 3 leaders, si possible, et puis peut-être quelques petites entreprises autres sur le marché pour pouvoir se faire une idée, mais il faut aller le plus vite possible. L'importance, là, c'est d'aller vite. L'idée, c'est quoi? C'est effectivement d'obtenir vos premières preuves de concept. C'est quoi une preuve de concept? C'est le fait qu'un acteur clé du marché accepte de vous écouter et accepte de tester votre offre. Alors, idéalement, il accepte de payer pour ça c'est génial, mais du coup, ça devient un premier client. Mais il y a aussi, dans de nombreux cas, la situation où vous serez obligé d'offrir ou de proposer à des prix extrêmement réduits votre produit, votre techno, enfin ça dépend ce que vous vendez bien sûr. L'idée c'est qu'il faut que quelqu'un puisse valider la chose. Je donne un exemple que je connais bien, par exemple dans l'aéronautique. Vous travaillez sur des logiciels qui ont certaines caractéristiques particulières, par exemple dans le domaine de la sécurité aéronautique. Eh bien, si effectivement les gens de Dassault vous disent votre truc il est pas mal, on n'est pas prêt à payer tout de suite, mais on veut bien le tester sur un de nos sites et on vous dira ce qu'on en pense, c'est déjà gagné. D'abord parce que vous allez avoir un retour client très précis de gens performants qui vont vraiment vous dire ce que vaut votre offre, mais surtout parce qu'à partir de ce jour-là, vous allez pouvoir commencer à vous adresser à tous les autres et leur dire, vous savez, on travaille avec Dassault, Renault, Alstom, encore une fois, tout dépend du client. Le but de tout ça, c'est quoi? Le but de tout ça, c'est d'aller très vite. Soit pour valider, effectivement vous validez que votre concept est bon, que votre techno correspond bien à un besoin, qu'elle peut s'insérer dans les contraintes du client industriel en question, soit il faut pivoter. Alors pivoter, des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Donc quand c'est pas possible, c'est fin de l'histoire bien entendu. Mais l'idée c'est ça, c'est aller vite pour valider son concept ou pour pivoter. Deuxième cas de figure, ce que j'appelle les startups on track. C'est-à-dire que là, on est sur le chemin, on est lancé, c'est parti. On a nos premières preuves de concept, c'est-à-dire qu'on a un ou plusieurs acteurs clés du marché qui valident notre truc, qui disent oui ça marche, oui ça présente un intérêt, oui ça apporte quelque chose. On a nos premiers clients qui peuvent être évidemment ceux-là, mais aussi d'autres. Donc on a enfin pu faire payer des gens par rapport à notre offre.
On a nos premières levées de fonds, donc on a quand même un petit peu de marge de manœuvre, un peu d'argent. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des séries ABC, ainsi de suite. Je ne situe pas ça de façon précise, là. En gros, vous avez levé des fonds suffisants pour pouvoir vraiment commencer à travailler professionnellement, c'est-à-dire vous étoffer un petit peu, avoir peut-être une équipe commerciale, ainsi de suite. Donc, la question qui se pose là, en fait, c'est comment je fais pour aller plus loin, quoi. J'ai vendu, j'ai 3-4 clients qui sont contents, ça marche bien. Et évidemment, la pire des choses serait de s'en tenir là, d'essayer peut-être d'obtenir quelques commandes supplémentaires avec ses clients actuels. C'est malheureusement ce qui se passe souvent, par manque de culture et de maturité commerciale. Donc là, le but, c'est comment aller plus loin. Il n'y a pas 36 solutions. Le next step, c'est vraiment un déploiement commercial beaucoup plus large. Donc, comment je fais pour me déployer commercialement ? J'ai vendu grâce à mon savoir-faire technologique, le fondateur de la start-up, grâce à sa personne, grâce à sa compétence technique, à sa légitimité technique, a pu vendre dans 4 ou 5 sites, chez une dizaine de clients peut-être. Ça marche bien, mais maintenant il faut déployer. Et là, c'est une autre affaire. Et on en parlera d'ailleurs dans une autre vidéo que je consacrerai à cette thématique. Il faut caler les process de vente. Comment on fait? C'est quoi le cheminement qui conduit un non-client d'une situation de non-achat à une situation d'achat pour devenir un client? Comment je vais consolider, comment je vais pérenniser ma démarche commerciale et donc, bien sûr, mes clients et donc mon chiffre d'affaires? Donc tout ça, c'est des questions qui se posent à ce moment-là. Donc vous voyez que là, déjà, on n'est plus tout à fait dans la phase pionnière où il fallait à tout prix, coûte que coûte, attraper ce qu'on pouvait prendre sur le marché. Maintenant, on a déjà un certain nombre de résultats. Il faut consolider. Et donc, on commence à rentrer dans une vision du business développement qui est beaucoup plus organisationnelle. Comment je fais? Comment je procède? Quelles sont les étapes? Comment je m'organise pour que ces étapes s'enchaînent comme il faut, et ainsi de suite. Et ça, évidemment, on en reparlera dans d'autres vidéos. Dernier point, ou dernière étape, c'est ce que j'appelle le dernier élément de ma typologie, c'est les startups booming. Donc là, évidemment, c'est génial, hein. Vous avez vos preuves de concept, bien évidemment. Vous avez des levées de fonds largement suffisantes par rapport à tous vos besoins. Vous avez un bon développement commercial, c'est-à-dire que vous avez réussi dans l'étape précédente. Hein. Peut-être que vous avez 1, 2, 3, j'en sais rien, 5 ingénieurs d'affaires. Ça marche bien, vous vendez, vous êtes présent sur le marché. Mais là se pose une question qui est souvent très angoissante d'ailleurs, notamment pour les boîtes à très fort potentiel de développement, c'est mais je ne peux pas être partout, quoi. Comment je fais pour impacter tous mes marchés potentiels? J'ai en tête le cas d'une entreprise avec laquelle on a pu travailler qui fonctionnait très bien sur le continent européen, c'est de l'aéronautique, fonctionnait très bien sur le continent européen, avait de bons résultats sur le continent américain parce qu'ils avaient réussi à s'implanter, ainsi de suite, mais le chef d'entreprise était taraudé par le fait qu'il savait très bien que en Asie, le marché se développait de façon extraordinaire et que pour l'instant, il n'avait pas trop la ressource pour y aller. C'était dangereux finalement de détourner ces équipes commerciales européennes ou américaines vers l'Asie parce que du coup, on risquait d'être moins performant sur les marchés déjà acquis, et donc il y avait une forme d'angoisse là. Et bien là, c'est quoi les next steps? Les next steps, c'est quoi? C'est effectivement, alors, soit de focaliser votre business développement donc, sur un segment de marché, sur une zone géographique bien précise, et vous, entre guillemets, stratégiquement, vous renoncez finalement à d'autres secteurs qui pourraient se développer. Ou sinon, il va falloir étoffer vos équipes, ce qui n'est pas toujours facile, ça peut être très coûteux et en termes d'organisation, ce n'est pas forcément facile. Et puis sinon, il y a d'autres solutions. Les autres solutions, c'est quoi? C'est de faire du business développement externalisé. Par exemple, vous n'êtes pas sûr que sur le marché asiatique, que vous connaissez très mal, vous n'êtes pas sûr que ça peut marcher tout de suite. Ça coûterait très cher de mettre en place une équipe commerciale dédiée. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez un partenaire, vous trouvez un prestataire, ça existe, qui va, pour votre compte, impacter ce marché, faire les premières démarches de prospection. Bien sûr, ça a un coût, ce n'est pas gratuit, mais c'est uniquement du coût variable ou du coût ponctuel. Donc, vous n'alourdissez pas votre structure momentanément et vous pouvez aller voir ce qui se passe sur le marché. Si ça réagit favorablement, à ce moment-là, libre à vous de commencer à structurer, de mettre en place vos équipes, peut-être de créer une filiale, enfin tout ça, ça se discute.
Et puis enfin, l'autre solution, c'est la croissance externe, hein. Notamment si vous êtes une start-up qui est bien dotée en termes de levée de fonds, c'est très certainement la façon la plus rapide de conquérir des parts de marché et donc de pénétrer soit des zones géographiques nouvelles, soit des secteurs d'activité nouveaux. Je ne sais pas, vous faites des capteurs que vous vendez très bien dans le nucléaire, que vous vendez très bien dans l'aéronautique, et puis vous voulez rentrer dans le domaine de la défense, vous voulez rentrer dans le domaine médical, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Eh bien, la croissance externe est un très bon moyen. Vous rachetez des gens qui sont déjà dans le secteur, qui connaissent les codes pour entrer dans le secteur. Dans certains cas, qui disposent des qualifications, des certifications, parce que dans beaucoup de métiers, il faut des certifications spécifiques. Et ça peut vous permettre d'aller très très vite. Bon. Là, j'invente rien non plus, évidemment. Hein. C'est déjà le cas. Beaucoup d'entreprises font ça. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que à chaque situation, une réponse adaptée. Si vous êtes une start-up qui est vraiment en démarrage, les méthodes qui sont employées par les grands ne sont pas pour vous. D'accord ? Vous devez chercher l'agilité, la rapidité, si possible à moindre coût. Et ce n'est pas grave si c'est un peu désordonné. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. On a tendance parfois dans les sciences du management, que ce soit dans les écoles de commerce ou dans les ouvrages, hein, et Dieu sait, moi je suis enseignant aussi dans une école de commerce, donc je connais ça, on a tendance à vouloir définir des process, à finalement dire la loi, dire la vérité, et à vouloir imposer ça à tous les cas de figure. Non. Dans les entreprises qui démarrent, un certain désordre finalement, c'est tout à fait acceptable. En revanche, il ne faut pas que ça s'instaure comme une méthode de travail permanente dans le temps, parce qu'après, quand vous allez vous développer, c'est ça qui vous posera des problèmes. Mais en revanche, quand vous êtes en phase de démarrage, il faut y aller avec cet esprit pionnier. Et j'ai tendance à dire que finalement, l'énergie prime sur une réflexion trop structurée ou une volonté de trop séquencer les choses. Merci pour votre attention. N'oubliez pas évidemment de liker cette vidéo si elle vous a plu. Inscrivez-vous sur notre site ou sur notre newsletter parce que vous recevrez de l'information et surtout vous recevrez des avertissements pour les futurs webinaires qui vont arriver. Vous pourrez ainsi participer. Et puis, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo va rester sur cette notion-là, mais non plus pour savoir en fonction de qui on est en tant que start-up, mais pour regarder par rapport au degré de maturité de votre offre. Alors, je vous dis à très bientôt.